Malgré leurs victoires initiales, les Piquets n'obtiennent aucune satisfaction de leurs différentes revendications politiques et sociales. Ils se font écraser à Akin et à Miragoâne par les généraux Guillaume Fabre, Nicolas Geffrard et Jean-Baptiste Richer. Ils n'arriveront jamais à Port-au-Prince. Le nouveau président, Philippe Guerrier, né le 19 novembre 1757 à Grande-Rivière-du-Nord, dans la colonie de Saint-Domingue, officier illettré et très pragmatique ayant participé à la guerre d'indépendance d'Haïti, est piqué par la même folie du pouvoir que ses prédécesseurs. En effet, il s'empresse de s'autoproclamer président à vie de la République d'Haïti. Fibre de dictateur donc. Leader noir proche d'Henri Christophe, il était en exil jusqu'à la chute de Boyer. Et le vieux général va mener une répression féroce contre les Piquets entre mai et septembre 1844. Acculés, les chefs insurgés se divisent. Et pour en venir à bout de ce mouvement, le vieux général a une stratégie. Récupérer les leaders insurgés par la corruption, en leur offrant des postes de commandement dans l'appareil militaire de l'État. En réalité, l'armée avait une triple stratégie. Une politique de neutralisation, une politique d'affaiblissement et une politique de récupération. Les leaders du mouvement vont tour à tour accepter les faveurs militaires. Jeannot Moline accepte, Antoine Pierre accepte, Augustin Cyprien accepte. Duguay-Zamore, l'un des plus intransigeants, finit à son tour par accepter ces faveurs. Bientôt, tous les leaders abandonnent le sort des paysans. Tous, sauf Jean-Jacques Akao. Il faut dire que le président Guerrier, malgré son illettrisme, est un grand stratège, pragmatique et un négociateur hors pair. Conciliant et modéré, il est un adversaire de toute violence futile. Ces qualités vont lui permettre, sinon de pacifier le pays, de freiner la lutte. Ce tapas du gain va pousser les collaborateurs d'hier à montrer de l'hostilité à l'encontre de Jean-Jacques Akao. Le mouvement s'affaiblit. Il prend en même temps un coup fatal avec l'arrestation de son leader en septembre 1844. Celui-ci est jugé devant un conseil spécial militaire à Port-au-Prince, puis emprisonné à Saint-Marc, loin de sa base du Sud. La révolte des Piquets semble bel et bien enterrée. Un noir est au pouvoir, et pourtant, rien n'a vraiment changé, bien au contraire. Attention! Toute ressemblance avec des chefs d'État appartenant à l'époque contemporaine n'est que pure coïncidence. Porté sur les boissons alcoolisées, Philippe Guerrier, le plus vieux dirigeant du monde, meurt le 15 avril 1845 à l'âge de 86 ans. Dès le lendemain, Jean-Louis Pierrot assume la présidence. Deuxième victime de la fameuse politique de doublure. Deuxième caricature de leadership noir. En effet, l'homme est plus ignorant que son prédécesseur et présente même un début de sénilité. D'autant que le vieil homme a la phobie de Port-au-Prince, alors que le décret du 1er novembre 1845 fait de Cap-Haïtien la capitale du pays, comme à l'époque coloniale du reste. À Port-au-Prince, dans le champ des requins politiques, une élite va gouverner à la place du président, car la nature a horreur du vide. Et ce qui devrait arriver, arriva. Pierrot finit par être déchu. Il restera au pouvoir un an seulement. Il est remplacé par l'impopulaire Jean-Baptiste Richer, le 1er mars 1846. Richer est un vieux conservateur qui a suivi un parcours qui mérite d'être analysé du point de vue politique. En effet, il est né dans la colonie de Saint-Domingue en 1780, dans la ville de Grande-Rivière-du-Nord. Il est né libre malgré qu'il soit noir. Si bien que son père va être sergent dans la police coloniale. Mais quand débute la Révolution, Jean-Baptiste Richer rejoint l'armée indigène vers 1800. En 1807, il devient général et rallie le camp de son beau-frère Henri Christophe dans sa lutte contre Alexandre Pétion. Henri Christophe fait de lui le comte de la Grande Rivière du Nord. Mais Richer est un opportuniste, un véritable animal politique. C'est ainsi qu'après la chute de la monarchie du Nord et la mort de Christophe, il prête allégeance à la dictature de Jean-Pierre Boyer, lequel le nomme ministre. Mais après la révolution de 1843, qui renverse Boyer, il se rallie à son successeur Charles Rivière-Hérard. Quand ce dernier est renversé par Pierrot, Richer trouve un moyen de collaborer avec le gouvernement de celui-ci. Et à la mort de ce dernier, il prend lui-même le pouvoir le 1er mars 1846. C'est clair, Richer est un nageur politique, un navigateur de génie. C'est lui, en tant que général, qui va arrêter la progression des Piquets à Miragoâne et dans la ville d'Akin en avril 1844 et qui va leur infliger leur première défaite stratégique. Justement, les Piquets, parlons-en.
Le chaos qu'inspire la nomination de Richer les incite à sentir l'opportunité et surtout l'urgence de reprendre leur révolte. Et quand Richer prend la décision de restaurer la Constitution de 1816, les classes défavorisées jugent cette mesure réactionnaire. Cette Constitution de 1816, qui avait été contestée par Gaumont et son mouvement, un pied de nez au secteur populaire. C'est donc la reprise du mouvement de révolte entre mars et août 1846. D'autant que, profitant des rivalités entre les différents clans qui dominent la scène politique, Jean-Jacques Akao est libéré. Mais à une condition, obligation de rester à Saint-Marc, c'est-à-dire loin de son fief du Sud. Mais poursuivant sa politique de récupération, le président Pierrot l'avait nommé commandant de l'arrondissement d'Enny. Son retour dans le Sud, en juillet 1845, provoque un grand enthousiasme dans le noyau dur du mouvement. On parle d'effet magique sur les foules. Décidément, ce Jean-Jacques Akao est un problème pour le conservatisme des régimes successifs qui vont tout faire pour conserver les paysans dans un état d'aliénation. Quant à Akao, il voit là l'occasion de retrouver ses partisans. Alors, le révolutionnaire qui a encore une dent contre le système, qui visiblement a échoué à satisfaire les griefs des paysans, reprend du service dans ce sud qu'il a regagné. En mars 1846, il tente de reconstituer l'armée souffrante et reprend les armes contre le régime. En peu de temps qu'il ne faut pour le dire, il arrive à mobiliser de nombreuses villes. Corail, Fontbleu, Pestel, Plymouth, Port-Salut, Les Platons, Torbec, Port-à-Piment ou encore les Coraux. Le Sud a été réactivé. La rivalité entre Jean-Jacques Akao et Jean-Baptiste Richer est une affaire personnelle. D'ailleurs, le révolutionnaire s'était opposé à la désignation de Richer comme président de la République, dont il ne connaîtra jamais l'autorité. Jean-Baptiste Richer leur envoie une armée de 7000 hommes afin de mater le mouvement une bonne fois pour toutes. Les insurgés, eux, sont au nombre de 200. L'infériorité numérique est donc abyssale. Dès le 7 mars 1846, les insurgés sont mis en difficulté dans la ville de Lansavo. Akao gagne le maquis et finit par se réfugier dans les enceintes du fort Saint-Laurent. Un violent duel d'artillerie permet aux troupes du gouvernement de prendre le dessus. Jean-Jacques Akao et ses hommes tiennent bon face aux assauts répétés du gouvernement de Richer. Le 10 mars, l'assaut est donné contre Akao qui abandonne sa position et se réfugie chez un homme du nom de Clérin. Les troupes se lancent à sa poursuite. Il se retranche sur les hauteurs de l'habitation Brossard, à 3 lieues de Lansavo. Il se réfugie alors dans une grotte à Joly, dans l'Enny. Trahi par des délateurs, il est traqué par les soldats de Richer. Refusant de se rendre, Akao décide de mettre fin à ses jours le 11 mars 1846 à minuit pour échapper à la capture et à l'humiliation. Sa tête est pourtant décapitée, conduite comme preuve à la caserne de Petit Trou de Nippes, avant d'être enterrée dans le cimetière de la ville, tandis que son corps reste dans la grotte. La révolte des Piquets n'a apporté aucune réponse concrète aux 3 fractures qui minent le pays. Prenons d'abord la fracture relative aux moyens de production et le clivage possédant-possédé. Certes, ces révoltes vont permettre l'abolition du code rural de Boyer, particulièrement défavorable aux paysans, mais dans le fond, les conditions matérielles d'existence ne se sont pas améliorées de manière exponentielle. D'ailleurs, l'insurrection des Piquets ne meurt pas avec la disparition de Jean-Jacques Akao. Ses partisans continuent de résister jusqu'à la fin de l'année 1847, avant que le mouvement ne soit brutalement réprimé. Dans les faits, Richer n'a pas réussi à endiguer le mouvement avant sa mort par empoisonnement lors d'une virée dans le Nord le 24 février 1847. En 1848, les Piquets sont réintégrés dans le jeu politique par Faustin Soulouque, qui a pris le pouvoir le 1er mars 1847. Il va exploiter la force des Piquets pour consolider son pouvoir autocratique. Le Sud aura été sacrifié pour rien. La révolte des Piquets ne va rien faire non plus contre le clivage noir-mulâtre, malgré l'arrivée au pouvoir des chefs d'État noirs, instrumentalisés par les forces économiques et militaires, toujours aux mains des élites mulâtres. D'ailleurs, Richer, qui avait pris le pouvoir grâce aux mulâtres, s'était contenté de rétablir la Constitution de 1816, légèrement modifiée, laquelle était pratiquement la version révisée de la Constitution de 1806, écrite par Alexandre Pétion. Par la politique de doublure, les privilèges des mulâtres sont intacts.
pendant cette période. D'ailleurs, Merveilleux Erard va procéder à l'exécution d'un jeune nationaliste du nom de Sanon Magnan dans la ville de Thorbecque dans le sud du pays, sous prétexte que celui-ci avait tenu des propos hostiles aux mulâtres. Thomas Madiot rapporte également que la jeunesse de couleur, en effet, partout couverte d'épaulettes de tout grade, froissait profondément le sentiment de justice du noir qui presque seul alimentait l'armée dans les rangs inférieurs. Ce fut les causes du soulèvement d'Akao, de la chute de Rivière-Erard et de tout le Parti populaire. Tout a changé pour ne rien changer donc. Si bien que le président Soulouk, le 9 août 1849, va faire exécuter Céligny Ardouin, l'un des penseurs de la politique de doublure, considéré comme une menace intellectuelle pour la pérennité de son pouvoir autocratique. Enfin, la révolte des Piquets, en dépit de son ancrage dans le sud, ne règle pas un autre problème, celui du clivage entre le milieu urbain et le milieu rural. Une fracture psychologique qui fait qu'on parle aujourd'hui encore de pays du dedans pour qualifier la capitale et de pays du dehors pour qualifier les villes de province. Et certains conflits qui vont se multiplier tout au cours du 19e siècle vont avoir pour toile de fond la question régionale. Pensons par exemple à l'instrumentalisation des paysans cacos par les hommes politiques jusqu'à l'occupation américaine de 1929 à 1934. Mais sur le plan symbolique, tant la révolte de Gaumont de 1807 à 1818 que celle d'Akao de 1844 à 1848 dessinent les contours du mouvement paysan et populaire dans l'Haïti du 19e siècle, pavant le chemin pour les luttes à venir au 20e siècle. Aujourd'hui, la grotte sacrée de Joly est un lieu de pèlerinage où des offrandes sont déposées en l'honneur de ce combattant irréductible, témoignage de l'impact spirituel et culturel de cet homme sur la région mais aussi sur tout le pays. La grotte sacrée de Joly est devenue un site de mémoire et symbole de résistance. Cependant, ce patrimoine est menacé par l'érosion et le dépôt de terre. Préserver ce site serait un hommage à sa mémoire et à celle des autres qui ont donné leur vie dans ces luttes paysannes en Haïti. Plusieurs écoles portent aujourd'hui le nom de Jean-Jacques Akao, car son combat résonne encore aujourd'hui dans les luttes pour la justice sociale et les droits des travailleurs haïtiens. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette page d'histoire 1844, un moment clé, un moment charnière dans l'histoire d'Haïti. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à faire ce voyage avec nous dans l'histoire et la culture d'Haïti. Cochez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos nombreuses publications. À très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.